Donc je vais commencer par vous présenter Stéphane Ezambert, donc complètement à la gauche de la table ronde. Donc vous êtes cofondateur de l'entreprise de services numériques française LinkByNet. Donc c'est un groupe de 750 salariés, dont plus de la moitié est hors de France. Donc c'est quand même une belle réussite, bravo. Vous êtes présent en Europe, mais aussi en Asie, en Afrique et en Amérique du Nord. Alors, à votre gauche, Didier Pavlak. Bonjour Didier, vous êtes DSI de Penelope. Alors Penelope, c'est une entreprise française spécialisée dans les services d'accueil d'entreprise. Vous déployez un réseau de combien? 4000 hôtes et hôtesses partout en France, c'est ça? Oui, c'est ça, à peu près. C'est ça, 4000, 5000? Oui, 5000 personnes sur toute la France. Alors juste à côté de vous, au centre, Frédéric Duport. Bonsoir. Vous êtes Cloud Customer Engineer chez Google, donc basé en France. Et vous intervenez notamment en avant-vente auprès des clients de Google Cloud sur les problématiques multi-cloud, justement. Donc tout à fait. Ça tombe bien, voilà, on est pile dans le sujet. Et enfin, Julien Gallès. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes CIO d'Atalian. Alors Atalian, c'est un groupe multiservice B2B. Vous proposez des services de sécurité physique, de propreté, de pilotage technique et énergétique des bâtiments. C'est intéressant parce que c'est vrai que c'est un groupe qu'on ne connaît pas forcément au niveau du grand public, mais c'est un groupe de 125 000 collaborateurs avec une présence dans 33 pays. Donc c'est assez impressionnant. Stéphane Ezambert. Bonsoir. Première question. On va commencer par le constat. Donc là, vous avez la casquette un peu du prestataire sur cette table ronde. Le multicloud aujourd'hui, comment vous le qualifieriez? C'est aujourd'hui vraiment un point de passage obligé? Est-ce que c'est comme ça le monocloud, on oublie, maintenant on s'oriente dans ce sens? Alors les enjeux du cloud sont très divers. Avant de parler du cloud, peut-être une petite digression sur les enjeux business des entreprises. Les enjeux business, les entreprises ont des besoins qui sont parfois des besoins globaux, donc s'installer en Russie, en Chine, en Europe. Elles ont aussi des spécificités. Parfois, elles sont dans le retail, parfois, elles sont dans l'édition de logiciels. Et donc, pour un certain nombre de ces raisons, elles vont faire des choix qui vont être des choix structurants sur l'hébergement de leurs données et le cloud. Quand on veut héberger quand on veut opérer des services en Chine, eh bien, il va falloir hoster en Chine. Quand on veut le faire en Russie, c'est la même chose. Quand on veut le faire en Europe, et si on est dans le retail, eh bien, on va forcément pas aller chez l'un des grands. Quand on va vouloir faire de l'intelligence artificielle ou du big data, on va plutôt aller chez l'autre. Et en fait, la question en est de fonction des besoins. Exactement. On va faire des choix différents et donc le multicloud quelque part s'impose. Exactement. C'est vraiment ça l'idée. Exactement. Et donc, il me semble être que c'est une bonne pratique de faire du best of breed et d'aller chercher chez chacun de ces acteurs là où on se sent le mieux. Alors là, la transition est toute tracée. Didier Pavlak, donc chez Penelope. Donc là, on utilise le terme best of breed. Donc une stratégie de cloud multi-SaaS, multi-cloud, c'est vraiment vous ce que vous avez choisi comme stratégie, on peut le dire. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, la stratégie, c'est le rôle du DSI. Aujourd'hui, c'est plus de s'occuper donc des machines. Hein. Le rôle du DSI, c'est vraiment d'accompagner le business, accompagner sa direction générale pour des nouveaux marchés. Donc à nous de trouver les meilleurs outils. Et le fait de trouver des meilleurs outils, le cloud nous permet ça. D'une part, on a une foule d'outils, une foule de logiciels à notre disposition. Et aussi, on peut les mettre rapidement en œuvre, ce qui permet au business de mieux vendre. Donc, on peut parler aussi quand même de vos choix. Vous avez fait énormément de choix différents dans le cloud. Vous avez... On peut quand même un peu détailler là. Oui. Alors donc aujourd'hui,
Initialement, tous les logiciels étaient développés donc en interne. Une partie aussi était des logiciels marchés, mais hébergés en interne. Donc j'ai à peu près aujourd'hui tout sorti les logiciels, que ce soit, je dirais, les logiciels de recrutement, de paye. Et je passe à chaque fois, soit je vais prendre un hébergeur cloud classique, soit je vais me tourner vers l'éditeur qui a son propre hébergement. Donc effectivement, je choisis le meilleur à chaque fois pour monter des briques. Alors, Julien Gallès, de votre côté, pardon, du côté du groupe Atalian, donc vous aussi, bien évidemment, une stratégie multicloud, mais en revanche, vous avez eu un point d'entrée quand même qui est assez précis, hein, avec l'international en ligne de mire, et finalement, c'est ça qui vous a amené au départ au multicloud. Hein. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Atalian opère dans 33 pays. En début 2016, nous étions sur 16 pays, donc on a une croissance assez importante, voire très importante en termes d'ouverture de pays et de nouvelles filiales. Apporter l'ensemble des applications sur tous les pays, c'est compliqué. Donc ce que l'on a fait, c'est on a mis en place un portail applicatif sur un cloud public, donc qui est AWS, Amazon, et à partir de ce portail public, on agrège l'ensemble. On va parler du portail de l'outillage après, mais déjà vous avez fait le choix d'AWS, donc vous avez fait un choix structurant pour un cloud public. Avant de passer à la partie outillage, moi la question que j'avais envie de vous poser, c'était de savoir si justement éventuellement vous pourriez dans l'avenir utiliser plusieurs clouds publics. Ah oui, complètement. Ça c'est quelque chose que vous pourriez faire en fonction des besoins. De la même manière, on va utiliser les meilleures fonctionnalités dans les meilleurs clouds. D'accord. Alors justement, Frédéric Duport, vous accompagnez chez Google les utilisateurs de Google Cloud sur cette notion de multi-IaaS. Hein. Là, on vient de parler de cette piste qu'effectivement Atalian a aussi quelque part à l'esprit peut-être pour le futur. Vous, dans cette approche j'allais dire multi-cloud, multi-IaaS, quelle est votre principale recommandation? Alors pour moi, le multi-cloud aujourd'hui, c'est un peu la suite logique de ce qu'on a pu voir ces derniers temps avec tout ce qui est intégration continue et déploiement continu. C'est-à-dire qu'on va s'appuyer aujourd'hui sur une technologie qui est plutôt mature, à savoir la containerisation, les différents services de containers, Kubernetes entre autres, qu'on va retrouver chez différents providers. Alors déjà, le premier pas, ça va être de bénéficier de cette facilité d'industrialisation en utilisant les API de ces services. Et le fait qu'on homogénéise ces API sur différents providers, on va retrouver Kubernetes un peu partout, on va profiter de cette facilité d'automatisation pour distribuer les services et aller chercher justement best of breed, même si c'est le même service sur le papier, chacun a fait des choix d'implémentation qui vont induire des performances, qui vont induire des niveaux de service, qui vont induire des localisations de données, etc. Alors c'est vrai que c'est une approche qui est assez intéressante parce que bon, il y a beaucoup de clouds qui déploient ce type de solution, mais vous allez jusqu'à dire que c'est vraiment fait pour la reprise de projet, qu'il n'y a pas de problème, que c'est pour ça que vous le faites, que les clients sont libres et que s'ils veulent, ils peuvent partir. On est d'accord. Oui, vous poussez. C'est pas forcément le discours de tout le monde. Oui, mais alors, nous, c'est effectivement notre approche. On est très open source dans l'état d'esprit. Nos utilisateurs apprécient effectivement d'utiliser des consoles Linux, d'utiliser des services type TensorFlow, Kubernetes. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a une vraie maturité de ces solutions. Alors déjà, la maturité fait que c'est pérenne. C'est aussi pour ça qu'on les retrouve un petit peu partout. Donc c'est plutôt rassurant de se dire qu'on va pouvoir rapatrier ce service chez soi, déployer un cluster TensorFlow, ça prend quelques heures, et puis du coup rapatrier un service TensorFlow chez soi, c'est tout à fait gérable. Et au-delà de ça, effectivement, la réversibilité, elle est garantie parce qu'on va pouvoir s'appuyer sur ces briques open source
pérenne dans le temps et du coup efficace, parce qu'on va retrouver toute une communauté autour de ces applications et de ces services. Si on parle aujourd'hui Jenkins, si on parle Kubernetes, si on parle Ansible, Terraform, on a une vraie solidité au niveau de la communauté qui fait que c'est pérenne et qu'on a la réversibilité. Alors, bon, là, on vient effectivement de parler de l'importance d'aller vers les standards. Après, il n'y a pas que ça, Stéphane Ezambert. Hein, quand on évolue vers le multi-cloud, il y a aussi les questions d'orchestration, de pilotage, de provisioning des applications sur différents clouds. Vous, qu'est-ce que vous recommandez à vos clients pour gérer tous ces aspects ? Alors très rapidement, je voudrais peut-être juste revenir une microseconde sur ce qui vient d'être dit. En fait, effectivement, quand on va faire du container, et là on a une mobilité assez rapide d'un cloud vers un autre. Mais quand on va faire du cloud, on a la dimension IaaS, la dimension donc infrastructure, compute, la dimension container, et puis après on va avoir tous les microservices. Et puis une fois qu'on va avoir les microservices, eh bien on va avoir un certain nombre de fils à la patte qui fait que la réversibilité devient beaucoup plus complexe. D'un autre côté, cette réversibilité est plus complexe, mais dans un enjeu qui est un enjeu de time to market, il permet aussi d'aller beaucoup plus vite. Et donc il y a un curseur à déplacer en fonction de sa volonté d'indépendance et de liberté et la volonté d'aller vite sur un marché avec une forme de dictature de l'urgence. Et voilà, donc c'est pas toujours, les arbitrages sont pas toujours faits en amont, et je pense qu'il faut l'avoir de façon très très claire. Après sur l'orchestration, alors je vais défendre un peu ma paroisse. Quand on doit et quand on est amené à travailler et à interagir avec plusieurs cloud providers, eh bien on est obligé d'apprivoiser un certain nombre d'interfaces, celles des grands cloud providers. Voilà, donc nous on a un peu shortcuté la démarche en mettant un portail qui s'appelle Self-Deploy Shining by Net, qui est un portail qui permet avec une même interface d'aller faire du provisioning chez tous nos grands partenaires, et Google bien évidemment en fait partie, chez Azure, chez Amazon, mais aussi chez Alioun en Chine ou chez Croc en Russie, voilà, donc ou chez OVH en France, et donc de pouvoir orchestrer tout ça via une même interface, alors pas avec bien évidemment l'exhaustivité de toutes les fonctionnalités de ces grands providers, mais avec Pareto, enfin une grosse ça partie. Permet d'avoir finalement un guichet unique pour pouvoir orchestrer, provisionner différentes applications sur ces différents clouds. Alors c'est un peu ça la philosophie. Ouais. Alors l'enjeu, il est bien évidemment de pouvoir provisionner, ça c'est très technique. Et puis il y a un autre enjeu qui est celui FinTech, qui est celui FinOps. Alors c'était ma question suivante justement. D'accord. Tout à fait. L'enjeu financier, effectivement, du cloud, hein, puisque effectivement les clouds, c'est de multiples services, c'est des offres qui sont extrêmement complexes, c'est parfois des coûts qui sont difficiles à calculer, à prévoir. Donc là encore, un outillage à prévoir. Alors, l'offre, elle n'est pas complexe, elle est très riche. Par contre, la facturation est très complexe. Et donc... Enfin, après, je pense que les DSI qui sont avec nous pourront quand même dire que certaines offres de cloud, parfois, sont un peu complexes. Yeah. C'est même un métier à part entière. Alors, c'est effectivement un métier à part entière. Globalement, l'enjeu pour les entreprises, on sait que le cloud est d'une souplesse incroyable pour provisionner. Et il est moins souple pour décommissionner les infrastructures. Et donc, la dimension FinOps, c'est de se dire qu'il faut être capable de piloter avec sérieux ces infrastructures et de pouvoir donc décommissionner. Mais au-delà de décommissionner, quand vous avez des projets qui sont des projets cross-borders, qui sont déployés multi-pays, multi-cloud, faire un reporting centralisé et globalisé sur du multi-cloud, c'est-à-dire vous avez un projet qui est déployé à la fois en Russie, en Chine et en Europe, et avoir le reporting du projet, à donner ça à la BU, c'est un enjeu assez intéressant. Donc voilà, c'est aussi une des gageures de Self-Deploy d'arriver à simplifier et solutionner cet enjeu. Alors après, il y a aussi la partie sécurité qui est encore un autre aspect. Alors effectivement, la partie sécurité est un aspect colossal, puisque aujourd'hui, quand on est DSI, on avait un joli data center avec à peu près toutes ces datas dans un même endroit. Et donc, quelque part, faire la sécurité périphérique de cet enjeu-là était
presque entre guillemets assez simple. Aujourd'hui, on a des datas qui sont spreadées sur l'ensemble de la planète, SAS, PAS, SIAS, etc. Et donc là, il y a un enjeu colossal d'identification de la data, de savoir où elle se retrouve dans mon écosystème et dans mon urbanisation globale, et être capable de la sécuriser. Voilà, donc là, les solutions sont innombrables. On parle beaucoup de CASB, qui est de toute la partie Cloud Access Service Brokerage. Et aujourd'hui, grâce au RGPD, on est obligé d'avoir une traçabilité au niveau de tous nos sous-traitants. Donc c'est une opportunité aussi pour nous, ce RGPD, de pouvoir questionner tous nos sous-traitants en termes de sécurité. Qu'est-ce qu'ils mettent en œuvre pour garantir cette sécurité? Donc là, c'est effectivement un chantier un peu d'audit, qu'on pourrait qualifier d'audit des sous-traitants. En tout cas, vous diffusez un certain nombre de questionnaires pour savoir comment sont gérés les process relatifs à la mise en conformité RGPD pour chaque sous-traitant, chaque SaaS et cloud utilisé, c'est ça? Exactement. Là, effectivement, vous pouvez envoyer votre questionnaire à votre fournisseur en disant « bah oui, mais là, tu n'as pas le choix ». Avant, effectivement, on pouvait lui envoyer un questionnaire et puis il vous répondait s'il voulait bien. Là, vous lui dites « bah oui, mais là, j'ai pas le choix, c'est là pour la conformité RGPD ». Et donc, aujourd'hui, la plupart de nos sous-traitants répondent systématiquement à nos questions. Sur la question du RGPD, vous voulez réagir Au-delà de la RGPD, on a à l'heure actuelle des initiatives en Europe pour définir un règlement sur la libre circulation des données. Et ça, je pense que c'est extrêmement structurant par rapport à la problématique multi-cloud. Tout à fait. Les providers de cloud vont être responsabilisés par des codes de conduite. Alors, Google a initié un certain nombre de choses là-dessus. Et je pense que ça va être effectivement au-delà de la problématique technique, parce qu'on trouvera toujours une solution pour piloter X provider, pour orchestrer, pour migrer, etc. Mais effectivement, la notion de données et la localisation de la donnée et le déplacement de la donnée, sa portabilité, elle est structurante pour multi-cloud. Au niveau européen, au niveau des règlements européens. Et c'est vrai que c'était intéressant, très intéressant ce matin, la présentation donc, de Pierre Chastanet, donc, qui gère toutes les problématiques cloud et software au niveau de la Commission européenne, puisqu'on voit quand même à travers le RGPD, et puis ce que vous évoquez aussi, le Cloud Cybersecurity Act européen, donc sur lequel la Commission européenne est en train de travailler, que finalement le politique quelque part au niveau européen est peut-être en train d'arriver par le prisme du numérique. Et en tant que journaliste, je trouve ça plutôt intéressant. Je voulais rester avec vous, Didier Pavlak, avant de vous redonner la parole, Julien Galès tout de suite après. Une politique donc que vous menez chez Penelope, donc on l'a qualifié, on l'a dit de best of breed cloud SaaS, donc le choix de plusieurs briques applicatives cloud et SaaS en fonction des besoins et des métiers. Ça veut dire aussi que vous avez une démarche d'intégration de ces différentes briques SaaS? Effectivement, aujourd'hui, à chaque projet, quel que soit le logiciel, on s'inscrit dans une démarche, on dit voilà, est-ce que je le garde en interne, est-ce qu'il y a une raison? On se pose forcément la question, mais surtout, est-ce que je peux donc l'externaliser? Et une fois que le choix est fait pour une production en mode SaaS, on réalise, je dirais, on réalise l'application parallèlement à l'application qui existe. Une fois que c'est bon, on décommissionne tout et puis on branche la nouvelle application. D'accord. Et après, vous intégrez aussi, vous pouvez être amené à intégrer différents SaaS ensemble, par exemple, ou ça peut arriver? Aujourd'hui, on a notre logiciel de paye qui est d'un côté et qui communique avec notre logiciel de comptabilité qui est de l'autre côté. C'est ça. Donc, il est clair que le fait de passer sur des logiciels en mode SaaS, au niveau interne, il va falloir que vos compétences, que vous ayez des compétences en termes d'interface, des gens qui savent bien maîtriser ces interfaces pour faire communiquer tous ces logiciels. Stéphane Ezambert, un mot par rapport à ça, par rapport à la question de l'intégration justement des différentes briques, c'est aussi quelque chose que vous suivez, que vous accompagnez chez vos clients, l'intégration des différents clouds ensemble, différentes applications sur différents clouds?
C'est bien évidemment un élément constitutif du SI, c'est-à-dire que quand on fait un choix qui est un choix d'être à la fois SaaS, PaaS, IaaS, alors forcément multi-cloud dès qu'on met du SaaS, donc il y a forcément des enjeux qui sont des enjeux d'interconnexion de ces différents éléments. Et alors après, pour nous, la recommandation diffère en fonction des applications, en fonction des thématiques. Et voilà, donc il y a toute une déclinaison de solutions, à la fois de synchro de data, de réplication, ça dépend aussi des plaques géographiques. Enfin, il y a toute une réflexion à avoir sur les data, où elles sont logées, qui y a accès et comment on fait en sorte que ces accès soient les plus rapides possibles. Parfait. Alors, Julien Gallet, je vous ai coupé la parole justement là-dessus tout à l'heure, sur cette question de l'outillage lié notamment à l'orchestration des différentes briques cloud que vous pouvez mettre à disposition de vos clients internes. Donc là, effectivement, vous avez fait un choix structurant au niveau mondial d'outillage pour gérer l'accès de vos utilisateurs à ces différentes offres. Oui, exactement. Pour rebondir juste sur ce qui vient d'être dit, il y a une démarche d'urbanisation évidemment importante, d'autant plus quand on positionne nos applications sur le cloud, donc en mode SaaS très clairement. Et donc la stratégie que nous avons pris chez Atalian pour apporter l'ensemble de ces applications à tous nos utilisateurs, donc 12 000 utilisateurs dans le monde sur 33 pays, c'est de mettre en place un portail applicatif sur Amazon, donc un cloud qui est accessible directement depuis Internet, qui nous permet d'être agile sur le commissionnement, décommissionnement de nouveaux sites, des déménagements, des fusions entre différentes sociétés. Et ensuite, de ce portail, accéder à des applicatifs qui sont hébergés sur le cloud AWS ou hébergés dans le data center France pour tout ce qui est consolidation financière. Donc c'est vraiment un portail qui permet de structurer, de donner accès à l'ensemble des applications, qu'elles soient privées ou publiques. Exactement. C'est ça. Hein. Exactement. Donc on va chercher des applications de type Dynamics 365 pour la partie finance, de type Interactive pour la partie recouvrement ou Salesforce pour la partie CRM. On va chercher l'ensemble de ces applicatifs où qu'ils se trouvent, encore une fois, hébergés en local ou hébergés à distance, ou chez des partenaires ou chez des éditeurs directement. Et on assemble l'ensemble de ces applicatifs à travers un portail pour que l'utilisateur ait un seul portail d'accès à tout son système d'information. Alors après, ce qui est intéressant, c'est vrai qu'on en a parlé lors de notre call préparatoire, mais Atalian rachète aussi des actifs, rachète des sociétés. Donc vous, en tant que DSI, ça vous permet d'avoir un cadre justement pour pouvoir plus facilement intégrer les acquisitions. C'est aussi ça l'enjeu derrière ce choix. L'enjeu d'Atalian, donc en termes de croissance, on a sur les 3 dernières années une moyenne d'acquisition d'une société toutes les 2 semaines. Donc là, il faut pouvoir l'industrialiser au niveau de la DSI. Il faut délivrer. Il faut aller vite. C'est indispensable. On n'a pas le temps de se poser trop de questions. Donc ça veut dire, alors, après ce qui est intéressant aussi, c'est que cette stratégie technologique vous permet aussi d'outiller le Bring Your Own Device. Exactement. Donc il y a aussi ça derrière. Hein. On s'affranchit des contraintes locales, enfin au maximum, justement donc en se connectant à travers Internet, on n'a plus besoin de réseaux propriétaires sécurisés de type MPLS ou SD-WAN, en s'affranchissant de la problématique device, de la problématique poste de travail. On est capable de porter ces applications en déport d'affichage à travers AWS de manière simple sur n'importe quel poste.
Puis après, on peut évoquer aussi la problématique qui se pose dans toute entreprise, les déménagements de sites, tout ce genre de choses. Donc là, Exactement. tout est facilité par ces solutions de déport d'affichage qui permettent de basculer beaucoup plus rapidement des salariés, des postes de travail d'un site à un autre. Exactement. Et puis on contient l'ensemble des données, certes à différents endroits géographiques sur les différents clouds ou SaaS, mais on contient ces données à ces endroits-là et pas sur les postes de travail. Et juste une question quand même en termes de choix. Dernière question et après je vous redonne la parole, Frédéric Duport, juste après. Il y a quand même un point qui m'a questionné, c'est qu'en fait vous avez fait le choix d'AWS, mais vous n'avez pas choisi la solution de desktop as a service d'AWS, donc cette solution qui permet de gérer le déport d'affichage sur les postes. Vous avez fait le choix de Citrix, pourquoi ? Pour des questions de performance, de maturité de technologie. Parfait. Alors Frédéric Duport, je reviens à vous. Par rapport effectivement aux clients que vous accompagnez donc sur le IaaS ou le PaaS. Donc tout à l'heure on a évoqué, vous avez évoqué effectivement la couche conteneur, la couche Kubernetes. Là, ce que je vois se dessiner un peu, c'est quand même aussi une volonté de mettre en avant l'open source. Alors, oui, tout à fait. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. L'open source est au cœur de notre stratégie et pas que la nôtre. C'est globalement ce qu'on voit sur le marché. Je pense qu'il y a eu un certain nombre d'expériences malheureuses auprès d'éditeurs et de solutions propriétaires qui font qu'aujourd'hui l'écosystème open source est à le vent en poupe et massivement utilisé. Oui. Et par rapport à ça, c'est vrai que bon, chez Google, on peut parler de Kubernetes par exemple, mais vous êtes investi sur un certain nombre de grands projets open source, Docker, Kubernetes. Vous êtes à l'origine de Kubernetes. Alors, on est soit utilisateur de solutions open source, on va retrouver Jupyter, des choses comme ça, soit effectivement on investit énormément sur des solutions qu'on livre à la communauté. Alors Kubernetes est une solution, on va retrouver Android qui est disponible aussi en open source, Chrome OS en grande partie, Chrome est en open source, donc effectivement c'est structurant pour Google et il y a deux objectifs. C'est la réversibilité le jour où vous souhaitez travailler avec votre propre solution, vos propres infrastructures, et deux, la transparence. Ce qui aujourd'hui fait le succès du cloud. On parlait de sécurité, on parlait de normes, mais s'il n'y a pas un minimum de confiance et donc de transparence, ça ne peut pas fonctionner. D'accord. Didier Pavlak, il y a une chose dont on n'a pas parlé, qu'on a évoqué lors de notre call préparatoire, c'est justement la manière dont le cloud vous permet de déployer des services digitaux, donc notamment on peut parler des hôtes et hôtesses, donc c'est 4000, 5000 personnes qui sont déployées partout en France. Donc ça c'est aussi une chose que le cloud vous permet de faire vite, que vous ne pourriez pas faire sans. Effectivement, on a dû équiper une grande partie de nos hôtesses avec des tablettes, ce qu'on appelle pour les prises de poste, afin de vérifier si l'hôtesse est bien en poste. Donc il y avait plusieurs solutions. On avait une solution maison qui se faisait uniquement par un serveur vocal. Et on a dû répondre très rapidement à cette problématique de prise de poste avec nos hôtesses qui avaient une tablette. Donc on a regardé les solutions. Donc en interne, on a été incapable de développer une nouvelle solution. On a regardé les solutions qu'il y avait donc forcément en mode SaaS. On a donc trouvé une, on l'a mis en œuvre et en 4 semaines, on a pu donc livrer les tablettes à nos hôtesses. La formation du logiciel était très très simple. En 2 heures de temps, la prise en main était faite. On n'avait pas donc à déployer toute l'infrastructure technique et on a pu étendre ça sur toute la France.
chose qu'en interne, on n'aurait jamais pu faire. On aurait dû acheter d'une part les serveurs, développer l'application, la tester. Là, en un mois, entre l'achat des tablettes, la formation et le déploiement, on était prêt tout de suite. Julien Gallès, sur ce témoignage, vous rejoignez Alors oui, Didier Pavlak, j'imagine, vous avez un peu les mêmes expériences aussi chez vous. Je vais rajouter un point vertueux. On souffre tous de tout ce qui est spécifique au niveau configuration ou développement de différentes applications. Un des bénéfices d'utiliser des services SaaS applicatifs, c'est de rester dans le standard. Faire du spécifique sur du SaaS, c'est extrêmement compliqué, voire impossible. Et donc ça drive nos key users, nos utilisateurs clés. Donc ça, c'est un critère clé de choix. C'est pas un critère clé, mais c'est un impact qui est extrêmement bénéfique. D'accord, d'accord. C'est vrai que l'application que nous avons donc pris en mode SaaS est très très simple. En interne, si on avait dû la développer en interne, mes développeurs auraient voulu faire plein de choses, plein de contrôles, alors que c'est pas la peine, quoi. Et là, il y a le minimum, je dirais, le minimum d'intervention pour un maximum d'efficacité. Après, reste quand même la question de la gouvernance, c'est-à-dire qu'il faut alors peut-être que c'est encore plus important parce que comme les projets vont plus vite, la question effectivement de la gouvernance de l'ensemble, de la réflexion, on l'évoquait ce midi pendant le déjeuner, la réflexion globale, stratégique sur les projets, sachant qu'on va on est capable d'aller beaucoup plus vite qu'avant, ça c'est aussi un point clé, non ? Je dirais à chaque fois, on va voir le DSI, et le DSI n'a pas les ressources extensives, donc après c'est comme le portefeuille de projet, il faut gérer le projet qui va rapporter le plus de business à l'entreprise. Après on reste dans une démarche classique de portefeuille projet. Voilà. Alors sur la question de la gouvernance justement, Stéphane Ezambert, voilà, on en parle. Bon, on a évoqué avec vous la question de l'orchestration, la question de la sécurité, la question de l'aspect financier, mais il y a aussi cette question de la gouvernance globale de l'ensemble qui est aussi importante et qu'il faut avoir en tête et qui doit pouvoir être outillée. Alors effectivement, l'enjeu du DSI, c'est de pouvoir synchroniser l'ensemble des projets. Et puis derrière, ces projets sont des projets qui s'adressent à des entités business. Et il faut être capable, une fois qu'on provisionne d'un point de vue global des infrastructures, des containers et un certain nombre de solutions IaaS, SaaS, PaaS, enfin bref, l'arc-en-ciel total, c'est de se dire maintenant comment je fais pour gouverner tout cela. Pour le gouverner, pour être capable, c'est un enjeu majeur chez les DSI, c'est de pouvoir refacturer ces éléments à ces anciennes, enfin à ces BU, pour faire en sorte que son équilibre budgétaire soit cohérent. Et ça devient un enjeu de plus en plus critique. Enfin, la notion de contrôle de gestion au sein des DSI va devenir de plus en plus importante dans les années qui viennent, parce qu'avec l'éclatement des données et des usages, il va y avoir un véritable enjeu. Alors effectivement, je ne vais certainement pas prêcher pour ma paroisse, mais une des problématiques des DSI va être l'accompagnement adéquat pour être capable de gouverner une multiplication assez importante des intervenants. Julien Gallès, je vois que vous hochez la tête, vous rejoignez totalement ce discours. C'est vraiment l'enjeu, c'est le défi. C'est le défi clé du multicloud, c'est cette capacité de gestion. On a intégré effectivement un contrôleur de gestion au sein de la DSI. Ça devient indispensable maintenant pour la refacturation, entre autres. D'accord, c'est intéressant. Très clairement. D'accord. Donc, qui est dédié à la DSI, d'accord. Donc vous avez ouvert un poste pour ça.
et qui travaillent directement avec vous sur le pilotage. On refacture 250 filiales en Voilà, fonction donc de leur effectivement, consommation. Alors après, c'est très intéressant. le modèle SaaS induit un transfert de CAPEX vers OPEX. Ça, c'est un impact financier, bon, sans rentrer dans ce débat-là. Le modèle est quand même plus simple que de mêler un projet CAPEX avec de la maintenance à un OPEX derrière, avec des systèmes qui sont un petit peu financièrement, du licensing, pardon, qui sont financièrement compliqués. Là, on revient sur des choses simples, même si au global, ça reste compliqué. Alors, il nous reste un peu de temps. Alors, tout à l'heure, on a parlé de l'enjeu de la gouvernance des données. Vous, Julien Gallès, est-ce que c'est quelque chose par rapport au cloud sur lequel vous travaillez aussi, la data gouvernance, le data management, là, ça devient de plus en plus un enjeu clé avec le RGPD. Est-ce que vous commencez à avoir une réflexion par rapport à ça, notamment sur la partie application cloud? Alors, c'est essentiel. Nous, les applicatifs... j'ai tendance souvent à dire qu'un applicatif vert ou un applicatif rouge, ça reste des process. Maintenant, on utilise ces applications pour utiliser les données et de pouvoir croiser ces données pour donner au business des KPI qui leur permettent d'anticiper et de mieux gérer leur évolution, leur business. Donc on a une démarche effectivement d'urbanisation avec la définition de manière classique de master data, de qualité de données, de data steward qui aujourd'hui est capable au sein du groupe de créer le client sur lequel on opère sur 33 pays. Ce ne sera pas le Vietnam, ce ne sera pas les US, mais ce sera une cellule corporate qui va devoir gérer cette qualité de données. Merci. On arrive au terme de cette table ronde. Merci, messieurs, pour la qualité de vos interventions et de vos témoignages.